Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Good! Goal line! Touchdown! 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau podcast Touchdown Actu. Raoul Villeroy au micro, comme chaque semaine, comme tous les jeudis. Très heureux de vous retrouver, je suis cette semaine avec Raphaël Masméjean. Salut Raphaël. Salut à tous. Raphaël, aujourd'hui on est en audio seulement, pas de vidéo, on est désolé, les grèves des transports ont eu raison de nous, et du coup voilà, on est à distance, mais on est quand même là pour vous présenter la semaine 15 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, ouais, qui s'annonce, et comme tous les jeudis, on est toujours avec Unibet, votre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, avec comme toujours depuis le début de l'année, la possibilité de regarder les matchs en streaming depuis leur plateforme, donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le site, et ensuite, vous pourrez profiter de tous les matchs directement depuis le site d'Unibet. Raphaël, cette semaine, on va revenir sur le match entre les Steelers et les Bills. Est-ce que c'est déjà le match de la dernière chance pour Pittsburgh? On va en reparler. On va revenir aussi sur les autres affiches des matchs de la semaine 15, surtout les pronos. Ça va pas être un moment évident pour moi, mais on va devoir le faire. Et enfin, on finira par les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. C'est parti pour un nouveau podcast. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! Pittsburgh Steelers, 8 victoires, 5 défaites. Buffalo Bills, 9 victoires, 4 défaites. C'est notre affiche de la semaine, Raphaël. On l'a dit. Raphaël, je vais commencer par te poser une question très simple. Est-ce que c'est la dernière chance pour Pittsburgh? Avant que tu répondes, je peux te donner des éléments de réponse si tu veux. Vas-y. En fait, aujourd'hui, les Steelers sont 6e de la conférence AFC à 8 victoires et 5 défaites. Ils sont à égalité avec les Titans, sachant qu'il leur reste à jouer les Bills donc, les Jets à New York et les Ravens à Baltimore. Alors que de l'autre côté, les Titans ils jouent les Texans 2 fois et les Saints à Nashville. Donc c'est pas forcément le calendrier le plus facile pour Tennessee. Est-ce que, avec tous ces éléments-là, tu penses que Pittsburgh joue sa qualification en playoff sur ce match-là seulement ? Pas sur ce match-là, je pense que même en perdant contre les Bills, mais en battant les Jets, ils auront toujours une petite chance de prendre le 6e spot. Par contre, ce qui est certain, c'est que si les Steelers réussissent à remporter celui-là, là, à mon sens, ils sont tout droit en playoff avec la place numéro 6, parce que derrière, je les vois quand même battre les Jets. Donc, c'est un match qui peut presque à mon sens, les mettre dans une très très bonne position pour la suite. Donc peut-être pas la dernière chance, mais une chance de se mettre en bonne position en tout cas. Donc toi tu vois plutôt le verre à moitié plein du coup. Ouais, voilà. C'est beau, tu es un bel optimiste. Est-ce que c'est une surprise pour toi de retrouver les Steelers à 8-5 en 6e position alors que Big Ben a été absent une très grande partie de la saison? Ah bah oui, c'est complètement une surprise. Tu vois Big Ben absent, tu sais que les Steelers commençaient cette saison sans Le'Veon Bell et Antonio Brown qui étaient deux de leurs pièces maîtresses en attaque ces dernières saisons. James Conner s'est blessé à un moment de la saison, leur running back numéro 2. Ils ont perdu Pouncey sur un ou deux matchs. Il y a eu des blessures au niveau de fullback, Juju Smith-Schuster a aussi raté des matchs. Enfin bref, l'attaque est quand même globalement décimée depuis plusieurs semaines. Et on s'attendait peut-être pas à ce que la défense des Steelers soit autant en mesure de porter finalement cette équipe et de combler toutes les lacunes offensives. Et c'est ce qui est en train de faire la différence. C'est le fait d'avoir une défense aussi agressive qui est autour de 18 points de moyenne encaissés par match. Ça permet aux Steelers de s'en sortir. Et je pense c'est peut-être un peu là la surprise. On se doutait que la défense des Steelers allait être bonne, mais on pensait peut-être pas qu'elle serait aussi forte au point de porter même l'attaque, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, les Steelers, c'est la 5e défense en NFL en termes de yards encaissés. Simplement, sur ce match-là, ils affrontent les Bills qui, eux, sont la 3e meilleure défense en termes de yards encaissés. Ça va être, on va pas se mentir, hein, c'est surtout l'affrontement défensif qui va être intéressant en ce match-là. Sur le papier, les Bills ont l'air meilleurs, mais est-ce que dans la dynamique actuelle, tu vois la défense de Buffalo meilleure sur ce match ?
Je pense qu'elle va être meilleure en fait par rapport à l'attaque qu'elle affronte, si tu veux. C'est Ouais. depuis 2-3 semaines, je suis pas sûr que la défense des Steelers soit moins bonne. Elle a des sacrés playmakers, on en a parlé, T.J. Watt, Minka Fitzpatrick. Mais la différence c'est que les Bills vont rencontrer une attaque quand même faible des Steelers. L'attaque de Buffalo est pas flamboyante, hein, mais on a vu quand même cette saison Josh Allen être capable d'aller chercher des gros jeux avec son receveur John Brown. On a vu Devin Singletary, le coureur, sortir quelques beaux matchs. Donc j'ai l'impression que l'attaque de Buffalo va rendre la vie un peu plus dure à la défense des Steelers, alors qu'à mon avis l'attaque des Steelers va être en grande difficulté. Donc je pense que du coup la défense de Buffalo aura meilleure mine à la fin de ce match. Maintenant celle des Steelers peut l'avoir si avec un pick six, avec ce genre de choses. En tout cas, il va encore falloir une fois avoir une très très grosse défense côté Steelers. Tu mentionnes les pick six et t'as raison, c'est vrai que le gros point fort de la défense des Steelers, c'est surtout les turnovers qu'elle provoque. Il y en a 33 provoqués cette saison, et sur un match qui peut se jouer un peu serré parce que c'est effectivement l'attaque des Bills est meilleure, mais c'est pas non plus des foudres de guerre pour reprendre une expression qui t'est chère. Un ou deux turnovers peuvent faire la différence sur ce match-là, et c'est vrai que quand t'as 33 ballons volés en 13 matchs, ça commence à être assez solide, c'est quasiment 2 voire 3 par match, donc ça peut jouer. Et là-dessus attention, parce que les Bills perdent pas beaucoup de ballons les Bills sont plutôt équilibrés et propres et perdent peu de ballons, mais en face les Steelers c'est vraiment une machine à turnover, donc ça peut jouer pour eux. Tu mentionnes Josh Allen, est-ce que pour toi c'est le futur de cette équipe à Buffalo? Oui, enfin oui, je pense, je trouve quand même qu'il a progressé entre sa saison rookie et cette deuxième saison. Je trouve même qu'il a progressé au cours de cette deuxième année. Il me semble être sur la bonne voie, bien coaché. Je pense sincèrement que si les Bills font l'effort à la prochaine draft et intersaison de l'entourer un peu mieux avec peut-être un receveur numéro 2 ou un tight end, et surtout sur la ligne offensive, je pense que c'est une équipe qui peut devenir vraiment complète en attaque, et Josh Allen est pas loin de pouvoir porter cette équipe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison, jusqu'à maintenant, il n'a pas tellement fait perdre les Bills, on va dire. Au pire, il les porte pas vers la victoire. Donc on pourrait dire s'il les porte pas vers la victoire, il les fait perdre, mais il a pas créé beaucoup de turnover. Il est plutôt propre, comme tu l'as dit. Donc non, pour moi, Buffalo doit continuer dans cette voie-là. Hein. Il n'y a pas de doute. Je cherche 8 interceptions cette saison. 8 interceptions en 13 matchs, c'est relativement propre. Hein. Oui, ça reste dans des standards tout à fait acceptables. J'avais une autre stat, mais je l'ai perdu. Le fait est que effectivement, il les fait pas perdre, et là, tu vois, la semaine dernière face aux Ravens, c'est un match qui perdent certes, mais où ils sont pas non plus ridicules, et ils ont fait douter voire voire la meilleure équipe de NFL. Donc voilà, l'avenir est en tout cas plutôt pas mal. Un stat historique, Mike Tomlin n'a jamais perdu face aux Bills, et les Steelers d'ailleurs ont gagné les 6 derniers matchs face à Buffalo. Est-ce que, selon toi, Raphaël, la série se termine ce dimanche? J'ai bien peur pour les amis fans des Steelers que la série se termine ce dimanche. Comme on l'a dit, je pense qu'il y a un petit écart entre l'attaque de Buffalo et l'attaque des Steelers, et j'ai peur qu'on le sente quand même ce dimanche. Donc moi, je vais aller sur Buffalo. Eh ben, je vais te rejoindre. De toute façon, là, j'ai plus trop intérêt à parier contre toi sur des matchs serrés. On va revenir tout de suite là-dessus. Mais effectivement, les Bills ont un petit avantage. Maintenant, c'est à Pittsburgh. Pittsburgh qui vient de battre une équipe d'Arizona qui a du talent, mais qui est encore un peu éparpillée, on va dire. Donc, faudra être sérieux. Les Bills l'ont été face à des équipes un peu plus fortes cette saison. Ils peuvent l'être encore une fois. À prendre au sérieux. De toute façon, chaque match de la NFL est à prendre au sérieux. Voilà pour le match de la semaine. On va passer tout de suite après un jingle à tous les autres matchs de la semaine 15. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! And we're gonna work on 3. 1, 2, 3, work!
Raphaël, ça ne va pas du tout. Je fais n'importe quoi. Voilà, il faut Ça que ne je va pas reconnaisse. pour qui? Ça ne va pas pour moi, évidemment, je ne parle que de moi. Non, mais je me suis focus sur Greg la semaine dernière et du coup, je me suis laissé dépasser par toi. Et en plus, Alain m'égale. Donc, en plus, j'ai perdu un point sur Greg. Enfin, c'était une semaine catastrophique, saleté de Raiders. Ce qui veut dire que la semaine dernière, Camille et moi avons fait 7, ce qui est pas terrible. Greg fait 8, ce qui est pas beaucoup mieux. Mais Raphaël et Alain, vous faites 13. Et ça, c'est quand même une belle performance, 13 sur 16. Et les scores aujourd'hui, donc Camille est à 118, Alain est à 127, je suis également à 127, tu es à 128 et Greg à 130. Commence à m'énerver cette histoire. Donc il va falloir se ressaisir. L'écart c'est bien resserré. Hein. Ouais, l'écart c'est bien serré, mais tant mieux, au moment des playoffs, il y aura plein de points à prendre. Et puis là, j'ai vu que de toute façon, tout le monde jouait un peu petit bras sur la semaine qui arrive. On commence avec toutes les affiches de la semaine 15. La première, c'est cette nuit, si vous nous écoutez jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, les Baltimore Ravens à 11 victoires et 2 défaites qui reçoivent les New York Jets à 5 victoires et 8 défaites. Alors c'est rigolo parce que c'est la meilleure attaque au sol contre la meilleure défense au sol. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Maintenant, je pense que sur ce match-là, Baltimore a plus d'avantages, enfin disons plus de force que juste son jeu au sol, et que ça devrait suffire pour l'emporter face à New York, qui même s'ils vont mieux, sont pas forcément du niveau aujourd'hui de Baltimore. Oui, je suis d'accord avec toi. Certes, il y a ce petit point, on va dire optimisme côté Jets avec cette défense au sol qui est bonne cette saison et qui peut-être un peu embêter les Ravens. Maintenant, il faut aussi se rappeler quand même que le jeu au sol des Ravens, c'est pas tout à fait le même que le reste de la ligue, parce que Lamar Jackson, enfin, tu défends pas le sol et la course de la même manière face aux Ravens que face aux autres équipes de la ligue. Donc déjà, est-ce que la défense des Jets va être capable de s'adapter? Ça reste une question. Et puis au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y a quand même aussi des armes aériennes du côté des Ravens, et surtout, moi je dirais que on le voit depuis 6 à 7 semaines, la défense des Ravens est d'un très très bon niveau. Oui. Et là, face à une attaque des Jets qui a un peu galéré ces dernières semaines, enfin on a encore la semaine dernière, les Jets battent de mémoire 19-18 les Dolphins. Alors c'est 22-21, mais il y a eu un point d'écart, effectivement. Et c'est avec de mémoire pas mal de field goal, donc je pense que si les Jets montent le même visage offensif face à la défense des Ravens, ça passera absolument pas. Donc moi je vais sur Baltimore, je vois pas vraiment à l'heure actuelle, en dehors peut-être d'un match d'un temps de repos écourté. Bon, je vois pas ce qui mettrait les Jets favoris de ce match, quoi. Je suis d'accord avec toi, je vais prendre les Ravens. Lamar Jackson, qui est à 23 yards seulement du record pour un quarterback couru, en termes de yards gagnés au sol dans une saison NFL. Le record est évidemment détenu par Michael Vick. Donc voilà, ça peut être un petit moment d'histoire ce jeudi, sachant qu'il lui restera 2 matchs à jouer, à moins que John Harbaugh le repose. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore assuré leur première place, ou en tout cas tous les tours, un tour de repos, donc attention. Dimanche à 19h, Cincinnati Bengals 1 victoire, 12 défaites, New England Patriots 10 victoires, 3 défaites. Vu que les Patriots sont les jeux des Bengals en film, ça devrait aller pour eux, non? Je rigole, évidemment. Ouais, non, je sais bien, mais ça amuse toujours. Bien sûr, petit tacle. Non, mais de toute manière, effectivement, ça devrait aller. Les Patriots sont encore une des top équipes de cette ligue. Il y a des problèmes, on l'attaque, on le dit depuis plusieurs semaines, mais la défense est assez imposante face à une équipe des Bengals qui est quand même au fond du trou, même si ça va mieux depuis 2 semaines, côté Cincinnati, avec le retour d'Andy Dalton comme titulaire, mais bon, ça passera pas l'épreuve Patriots qui reste en plus sur 2 défaites de suite. Je vois pas comment ne pas mettre les Patriots, quoi. La dernière fois que ces 2 équipes se sont jouées à Cincinnati, les Patriots avaient perdu en 2013, donc ça ne doit pas arriver très souvent, mais en tout cas voilà, c'est le cas. Et Tom Brady, lui, dans la course au record de touchdown en carrière, il est à 3 touchdowns de Peyton Manning, donc ça peut être tout à fait sur ce match-là. Ouais. Bon, après Drew Brees est pas loin dans la course non plus, je crois même qu'il est un touchdown devant lui. En revanche, il y a un autre record que Tom Brady peut prendre, c'est que s'il lance un touchdown, il ferait 20 touchdowns dans l'année, et ça serait sa 17e saison NFL avec 20 touchdowns ou plus, et ça c'est un record qu'il serait le seul à avoir. C'est quand même impressionnant de régularité.
On prend tous les deux les Patriots, hein, pardon, je l'ai pas précisé. Oui, Mais, oui. Voilà. Detroit Lions, 3 victoires, 9 défaites, 1 nul. Tampa Bay Buccaneers, 6 victoires, 7 défaites. L'armada offensive des Buccaneers continue de rouler. Et finalement, même quand Winston lance des interceptions à l'appel, ça finit par gagner. Alors attention, il n'y a juste pas de Mike Evans. En tout cas, on n'est pas sûr qu'il soit là sur ce match. Maintenant, bon, je crois même que la saison est finie pour Mike Evans. J'ai cru voir passer c'est ça officiel. hier. Ah ouais, bah écoute, Ouais. moi, tout à l'heure je lisais que il serait incertain pour le match. Bon bah de toute façon, s'il est incertain pour la saison, il va probablement pas être là. Mettons qu'il n'est pas là. Non. Le fait est que ça devrait quand même suffire face aux Lions. Les Buccaneers seront probablement pas les playoffs. Même je crois que c'est fini, mais bon, ça reste une meilleure équipe que Détroit qui a fait une très mauvaise saison malheureusement pour eux. Et en plus, le problème, c'est que les Buccaneers sont la deuxième meilleure défense au sol et que c'est pas vraiment le point fort de Détroit, si tu veux. Donc bon. Non, mais Ça va être compliqué. t'as globalement tout dit. De toute façon, je pense avec le côté offensif de Tampa Bay à l'heure actuelle, qui arrive à enchaîner des gros matchs avec pas mal de points. À l'heure actuelle, on voit pas très bien comment Détroit suit le rythme offensif de Tampa Bay, même si on sait que tu peux avoir des erreurs, des turnovers côté Tampa qui les mettent toujours un peu en difficulté. Bon, je pense que dans ce match-là, quand même, et puis malgré tout, Jameis Winston est quand même en fin de contrat, il doit prouver des trucs sur ses 2-3 derniers matchs. Donc moi, je vais sur les Buccaneers. Ouais, pareil. Tennessee Titans, 8 victoires, 5 défaites. Houston Texans, 8 victoires, 5 défaites. Alors ça, c'est pas mal, messieurs, dames, parce que les Titans et les Texans vont se jouer encore 2 fois en 3 semaines et qu'ils sont tous les deux en tête de la division. Et donc, la division va clairement la place en playoff, puisque a priori, avec 8-5 aujourd'hui, bah, remarque, ça peut se jouer encore pour prendre une wildcard si les Steelers font n'importe quoi. Mais voilà, il vaut mieux pour ces deux équipes-là gagner le match l'un contre l'autre, les deux matchs l'un contre l'autre. On a la fougue un peu de Deshaun Watson et l'improvisation face à la précision assez redoutable de Tannehill. Depuis 3 matchs, il est quand même à plus de 130 de rating et il n'y a que Aaron Rodgers qui l'a fait avant 3 matchs de suite à plus de 130. Donc c'est quand même une belle stat. Maintenant, voilà, sur ce match-là, dans un match de division où les deux équipes ont des arguments à faire valoir, ça reste assez difficile à pronostiquer, je trouve. Quels sont tes arguments, toi ? Ouais, c'est difficile à pronostiquer parce que on a une équipe des Titans qui, depuis la titularisation de Tannehill, sont quand même sur une très bonne dynamique. Ils sont de mémoire, depuis qu'il est titulaire, ils sont sur un bilan de 6 victoires pour 2 défaites. Et à l'inverse, on a les Texans qui, comme tu l'as dit, sont quand même capables de tout ou rien. Il y a 2 semaines, ils battent les Patriots. La semaine dernière, ils se font humilier par Denver. Donc forcément, c'est un peu dur de savoir quel visage des Texans on va avoir. Comme tu l'as dit, ils ont les armes offensives pour embêter et suivre Tennessee dans le scoring. Ça, il y a pas vraiment de souci. Moi, je suis un peu plus sceptique sur la défense des Texans à l'heure actuelle, sur sa capacité à embêter un Tannehill qui marche sur l'eau, un Derrick Henry qui est vraiment très très costaud au sol. Donc voilà, j'ai des petits doutes sur la capacité des Texans à arrêter les Titans. Et puis je vais aller sur les Titans parce qu'à mon sens ils sont mieux coachés, plus sérieux, et je pense que ça va faire la différence sur ce match, même si Houston reste un sacré poison avec Deshaun Watson. J'ai regardé un petit peu les agendas des deux équipes en dehors de eux-mêmes quand ils se jouent. Tennessee vont jouer les Saints à New Orleans. Ah non, c'est à Tennessee, et Houston va aller à Tampa Bay. Donc bon, ça me paraît un tout petit peu plus facile pour Houston parce que Tampa est quand même moins fort que les Saints. Mais bon, va falloir faire attention. Bah, et surtout, si Tennessee gagne les 2 matchs face aux Texans, c'est plié, quoi. Enfin, ils auront 2 victoires d'avance. Bon. De toute façon. J'avais mis les Titans dans notre feuille de prono, mais j'ai quand même envie d'essayer les Texans. Parce que j'avais pas envie de faire je comprends, c'est du... Mais j'ai pas envie de faire tout comme tout le monde, sinon on n'avance plus. Je vais le regretter, mais tant pis, je prends les Texans. Allez. Ça m'apprendra. Et Raphaël jubile. Kansas City Chiefs. Ouais. Kansas City Chiefs, 9 victoires, 4 défaites. Denver Broncos, 5 victoires, 8 défaites. Les Chiefs qui doivent quand même continuer de batailler pour essayer d'avoir un premier tour de repos en playoff, c'est pas impossible. Ils sont à 8 victoires d'affilée face aux Broncos quand même, dont un sévère 30-6 en octobre face à Denver. On
on l'a dit, Denver qui sort d'une très belle victoire face aux Texans, Drew Lock qui fait des belles choses, mais je pense qu'aujourd'hui, face à Patrick Mahomes et l'armada offensif des Chiefs, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Denver est beaucoup mieux qu'en début de saison quand ils se prennent ce 30-6 face aux Chiefs. Grâce notamment à Drew Lock, comme tu l'as dit, mais plus globalement une équipe, un Vic Fangio en coach de cette équipe qui a remis un peu le bateau dans le bon sens et ça va mieux. Maintenant, là, les Chiefs sortent quand même d'une belle victoire face aux Patriots. Alors oui, il y a eu ces petits trucs d'arbitrage qui auraient pu faire pencher le résultat peut-être, mais globalement, les Chiefs, eux, ne sont pas responsables de ces erreurs d'arbitrage. Et si on prend leur prestation, elle est quand même satisfaisante, que ce soit en attaque ou en défense. Donc après ce match-là, on a du mal à les voir tomber dans le piège de Denver, comme tu l'as dit, aussi bien d'un côté offensif et même en défense où on l'a vu, ils ont été très agressifs avec beaucoup de blitz face à Tom Brady et je pense qu'ils n'hésiteront pas à le faire sur un quarterback rookie pour le mettre vraiment en difficulté. Donc moi je vais aller sur Kansas City. Ouais, d'autant que ça se joue à Kansas où on sait le bruit est le plus fort de toute la ligue. Pour Drew Lock, ça va peut-être être un peu déstabilisant. Je vais y aller avec Kansas City aussi pour toutes ces raisons-là. New York Giants 2 victoires, 11 défaites. Miami Dolphins 3 victoires, 10 défaites. C'est le match moche de ce dimanche. Meilleure dynamique quand même à Miami, relativement on va dire. À petit instant histoire, c'est face aux Giants que les Dolphins avaient réussi leur saison parfaite en 1972. Donc ils avaient gagné leur dernier match face aux Giants en saison régulière. Ils en sont un peu loin là. Oui, c'est plus les mêmes histoires. Mais voilà, vous pourrez raconter ça dans vos dîners. Eli Manning de retour, incroyable, le retour du fils prodigue, il arrache la prolongation à Philadelphie. Voilà, bon, à voir ce que ça vaudra. Il y a le petit Patrick Laird qui est pas mauvais du côté des Dolphins, le running back rookie. Il y a des arguments de part et d'autre. J'avoue que j'ai fait pile ou face moi sur ce match-là. J'ai pris les Dolphins, mais tout est possible. Ouais, tout est possible. Comme tu le dis, une équipe des Dolphins qui est dans une meilleure forme un peu à l'heure actuelle que les Giants qui enchaînent les défaites. Maintenant, moi je vais quand même y aller sur les Giants parce que je pense que malgré tout ils ont un peu plus de potentiel en attaque avec Saquon Barkley, avec Sterling Shepard et Darius Slayton au poste de receveur. Bon, deux défenses qui sont vraiment moyennes pour ne pas dire nulles. Médiocre. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on peut même dire nul à ce niveau-là. Allez. Voilà, du coup, je vais peut-être donner l'avantage à celle qui a un peu plus de talent en attaque et qui peut peut-être faire un peu la différence. Et c'est tout bête, hein, mais Eli Manning, en perdant la semaine dernière face aux Eagles, vient d'avoir son bilan en carrière passé dans le négatif. Ouais, je me dis qu'il va peut-être essayer d'aller chercher celle-là pour retomber dans un bilan neutre. Donc je vais aller sur les Giants, mais au moins neutre. Ouais. Tout est possible, hein, honnêtement, sur ce match-là. C'est vrai que ça se joue à New York, alors ça peut peut-être les avantager, mais bon, je sais pas encore une fois, je sais pas très bien pourquoi j'y vais avec les Dolphins. Je vous dis, j'ai vraiment fait pile ou face. Hein. Washington Redskins 3 victoires, 10 défaites. Philadelphia Eagles 6 victoires, 7 défaites. Les deux équipes se sont déjà rencontrées puisqu'elles sont dans la division maudite de la NFC Est. C'était en première semaine, tiens, et les Eagles avaient gagné 32-27. Tout est possible, hein, de toute façon, encore une fois, dans ces matchs de division. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est le premier match de Dwayne Haskins en tant que titulaire face à une équipe de NFC Est. Il n'avait pas joué les matchs précédents. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire sur ce match-ci? Qu'Adrian Peterson peut aller chercher quelques places dans le classement des meilleurs coureurs en termes de yards gagnés et de touchdowns marqués dans leur carrière. Alors, j'ai plus les chiffres, mais voilà, il peut aller chercher une cinquième place. Bon, c'est bien, bravo à lui. Sur ce match-là, quoi dire? Non, mais t'as quand même, malgré tout, t'as des Eagles qui se battent encore pour arracher la tête de division et aller en play-off. Ça, c'est clairement un match pour eux à ne pas perdre s'ils veulent espérer remporter la division. C'est mieux. Malgré toutes les blessures au poste de receveur qu'il y a du côté des Eagles en ce moment, il reste un peu plus talentueux en attaque avec Vance et Zach Ertz, leur tight end. À mon sens, ils ont aussi un peu une défense peut-être en meilleure forme. Ils sont favoris de ce match et je vais aller sur Philadelphie, mais bon, je pense qu'ils vont le gagner, hein, parce que Washington c'est quand même compliqué, notamment offensivement ces dernières semaines. C'est pas facile, mais bon, voilà.
On est d'accord. Le fait est que c'est à Washington sur le fameux terrain maudit qui fait si peur aux genoux, surtout des quarterbacks appelés Robert Griffin. Mais bon, de toute façon, tu l'as dit, il y a plus d'arguments côté Philadelphie. Ils ont encore une chose à jouer alors que clairement c'est fini côté Washington. Donc espérons pour eux qu'ils soient capables de faire ce qu'il faut pour aller chercher la victoire. Maintenant, on l'a dit, ils ont eu des défaites un peu honteuses cette saison. Faudrait pas que celle-ci en soit une. Oui, c'est sûr, ils ont perdu contre Miami notamment. Mais après, si là, en semaine 15, ils sont pas capables d'aller battre Washington à 3 victoires qui jouent plus rien, c'est peut-être pas la peine du coup d'aller en playoff, tu vois. Enfin, autant. Oui. Non, mais je veux dire, autant que les espoirs s'arrêtent là, s'ils doivent s'arrêter pour les fans des Eagles. On est d'accord, et on pense bien sûr à Victor, notre community manager. Notamment. Carolina Panthers, 5 victoires, 8 défaites. Seattle Seahawks, 10 victoires, 3 défaites. Attention aux pertes de balles côté Carolina, déjà 26 cette saison. Et les Seahawks, ils aiment bien en provoquer. Surtout, alors j'ai lu que Jadeveon Clowney était sur une belle série de fumbles provoqués à l'extérieur. Donc là, ça se joue en Caroline. Donc attention à Jadeveon Clowney. Le fait est que la pression défensive sur Allen risque d'être un peu plus néfaste que celle que Wilson va peut-être subir, dans la mesure où Wilson, il a l'habitude de se battre pour sa vie. Je pense que sur ce match-là, voilà, la défense de Seattle peut largement les mettre dans les conditions de victoire. Oui, puis bon, t'as donné les bilans quand même, les deux bilans des équipes montrent bien la différence du niveau qu'il y a actuellement entre ces deux équipes. On a une équipe de Carolina qui rame depuis plusieurs semaines, qui a viré son coach, ça va pas mieux à l'heure actuelle. Oui, il y a Christian McCaffrey qui peut toujours être gênant, mais à mon sens, ça suffira pas pour suivre les Seahawks qui ont des armes aussi en attaque et en défense. Qui perdent la semaine dernière contre les Rams, peut-être ça les remet un peu sur terre après une belle série, ça leur remonte qu'il y a quand même des trucs à travailler, donc moi je vois la réaction de Seattle sans trop de difficultés cette semaine. Je suis assez d'accord, d'autant que la défense au sol de Seattle est pas mauvaise. Elle est en tout cas bien meilleure que la défense aérienne. Je crois qu'ils sont 29e en défense aérienne. Donc faire attention quand même à ce niveau-là, mais ouais, ils ont de quoi le contrer. Et comme dit, je pense que alors j'ai envie de l'appeler Josh Allen, mais j'ai un doute du coup parce que je crois Kyle. que c'est Kyle exactement. Il y a trop d'Allen cette saison, excusez-nous. Kyle Allen risque de prendre un peu la foudre sur ce match-là. Donc j'y vais avec Seattle également. Green Bay Packers, 10 victoires, 3 défaites. Chicago Bears, 7 victoires, 6 défaites. Une belle rivalité de division. C'est les deux équipes qui se sont affrontées les plus de toute la ligue, figure-toi. 197 matchs entre les deux, donc 97 victoires pour Green Bay. Mais surtout 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour Green Bay. C'est-à-dire que la tendance n'a pas toujours été au beau fixe pour les Packers, mais elle revient. Quoi te dire d'autre, si qu'ils se sont déjà joués et que ça avait donné un vieux 10-3 en faveur de Green Bay en premier match de la saison. 10-3 comme c'est l'affiche des Packers, tiens. Mais voilà, les Packers sont quand même meilleurs sur le papier que Chicago. Ils font pas une saison transcendante pourtant, je trouve. Oui, ils sont meilleurs, mais pour moi il n'y a pas non plus une classe d'écart entre ces deux équipes. On a Green Bay qui a eu un calendrier pas si difficile que ça, à mon sens, qui lui a permis d'emmagasiner quelques victoires. En plus, bon, je continue à trouver la défense de Chicago meilleure que celle de Green Bay, pour le coup, mais la différence risque de se faire en attaque avec quand même du côté de Green Bay, ce duo Aaron Rodgers, Aaron Jones, bien plus intéressant que ce que peut proposer Chicago. Après, c'est un match important pour Green Bay quand même, pour confirmer sa place pour les playoffs et éliminer définitivement Chicago, qui techniquement n'est pas encore éliminé de la course aux playoffs. Non, mais bon, voilà. Ils en sont plus loin quand même. Non, je suis d'accord, ils en sont plus loin, mais bon, c'est tout. Si sur ce match-là, ils peuvent éliminer définitivement un rival de division, c'est toujours ça on va dire, de prix en plus. Bon, je vais aller sur Green Bay parce que comment dire, ils sont à la maison, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, c'est sincèrement mon argument principal parce que je pense que je pense sincèrement que les Bears peuvent leur poser pas mal de problèmes. Une équipe des Bears qui est un peu mieux depuis 2 semaines, je serais même pas étonné que les Bears aillent l'emporter là-bas, mais je vais jouer les Packers quand même à la maison. Ah ouais, tu vois quand même un petit espoir. J'avoue que bon, moi j'aurais pas forcément donné autant d'enthousiasme en faveur de Chicago, mais pourquoi pas.
Non, pardon, je pensais que tu allais Non, réagir. mais je dis, hein, je trouve Chicago mieux en attaque depuis 2-3 semaines et une défense qui est quand même encore globalement solide face à une attaque des Packers qui a des fois tendance un peu à ronronner, j'ai envie de dire, à se contenter un peu du strict minimum. Faudrait pas se faire surprendre un peu bêtement sur un score très faible. Tu l'as dit, en semaine 1, ils se rendent compte qu'ils font 10-3. Si le match venait à se jouer sur un 10-14, un 10-17, je serais pas persuadé que ce soit les Packers qui l'emportent sur ce score-là, quoi. Ok. On passe au match de 22h05 d'ailleurs. Il y a pas mal de matchs en deuxième partie de soirée. Los Angeles Chargers 5 victoires, 8 défaites. Minnesota Vikings 9 victoires, 4 défaites. Bon, le réveil des Chargers c'est sympa. Face aux Jaguars, quand il n'y a plus rien à jouer, très bien. Face aux Vikings, ça va pas être les mêmes limonades a priori. Non, ça va pas être la même chose. Une équipe des Vikings qui est assez sérieuse cette saison quand même, qui globalement bat les adversaires plus faibles qu'elle. Ce qui est le cas quand même pour ces Chargers qui sont d'une irrégularité maladive. Oui, maladive à ce niveau-là. En plus, on l'a vu, la défense de Minnesota est bien revenue en forme, notamment la semaine dernière. Je pense qu'ils ont les armes pour embêter et en attaque et en défense San Diego, donc je vais aller sur Minnesota. Ouais. Je vais prendre Minnesota aussi, d'autant que ça joue à Los Angeles, donc pas du tout à la maison pour les Chargers. Des équipes qui se sont pas beaucoup rencontrées. La dernière fois c'était en 2015 et les Vikings avaient gagné. Donc voilà, sachez-le. Et c'était déjà... Non, c'était encore à San Diego. Ils s'appelaient pas encore les Los Angeles Chargers, c'était San Diego. Quelle belle époque. Non, et en revanche, le vrai stat histoire, c'est que le record de yards gagnés en un match au sol, c'était Adrian Peterson en 2007 face aux Chargers quand il était chez les Vikings. Et c'était 296 yards et 3 touchdowns. Waouh, 296 yards, c'est plus que certaines équipes n'ont jamais fait en tout un match cette saison. Toujours dimanche à 22h05, les Oakland Raiders à 6 victoires et 7 défaites face aux Jacksonville Jaguars à 4 victoires et 9 défaites. Bah là c'est pareil, c'est deux équipes qu'on... Alors si, à la rigueur, non mais les Raiders je crois qu'ils sont déjà éliminés aussi. Mais bon, il y a plus... Officiellement, Auckland n'est pas encore éliminé, mais là, ils ont 2 matchs de retard sur le 6e. Ça commence à peser dans la balance, quoi. Il va falloir vraiment que les astres s'alignent. Le fait est que Jacksonville sort d'une grosse défaite, Auckland sort d'une grosse défaite face à Tennessee. Là, c'est un peu le test de caractère qui est capable de rebondir le mieux. J'ai envie de croire que les Raiders sont capables, parce que la semaine dernière face à Tennessee, ça a été à peu près, ça a tenu au début. Et puis bon, il y a des arguments il y a des arguments offensifs, alors que du côté de Jacksonville, j'ai l'impression que la hype Gardner-Minshew est malheureusement déjà terminée. Oui, non, mais tu l'as dit, c'est 2 équipes qui sont vraiment en difficulté ces dernières semaines. 2 défaites de suite pour les Raiders et les Jaguars, je crois, sont à 4 ou 5. Et en tout cas, 3 défaites de suite à plus de 17 points d'écart. Les Raiders sont plus sérieux cette saison et c'est pour ça que je vais aller avec eux. C'est qu'ils ont réussi à remporter quelques matchs en étant sérieux, appliqués, pas de perte de balles, peu de pénalités. Et je pense que là, face à une équipe des Jaguars qui est en train d'exploser dans tous les sens, ça va faire la différence. Donc, Auckland. Ouais, Auckland pour moi aussi, à savoir que John Gruden n'a jamais battu les Jaguars, donc voilà, c'est peut-être le moment ou jamais. Arizona Cardinals, 3 victoires, 9 défaites, 1 nul. Cleveland Browns, 6 victoires, 7 défaites. Celui-là non plus, il est pas super beau, on va pas se mentir. En fait, sur le papier, il est pas si beau, mais bon, il y a peut-être des choses à voir. Freddy Kitchens, il va être temps de sauver sa tête, peut-être aussi, parce que j'ai peur que si la fin de saison se passe pas bien, il passe déjà à la trappe. Côté Cardinals, on sait que c'était une saison de transition. Kyler Murray n'a pas réussi à performer dès sa saison rookie, mais il a montré de belles choses. Bon, je crois quand même que Cleveland a de meilleurs arguments pour l'emporter, parce qu'il y a peut-être une meilleure dynamique, parce qu'il y a peut-être un peu plus d'arguments, mais je serais pas surpris qu'Arizona soit capable de l'emporter. Non, je serais pas hyper surpris si Arizona réussisse à l'emporter. Après, je vais quand même aller sur les Browns et je leur donne l'avantage parce que la défense des Cardinals est vraiment en difficulté ces dernières semaines. Là, ils rencontrent une attaque de Cleveland qui est pas au potentiel attendu, mais qui va quand même un peu mieux en cette fin de saison. Il y a Nick Chubb, il y a
Odell Beckham et Jarvis Landry, Baker Mayfield, je pense qu'ils vont réussir à marquer suffisamment de points pour que les Cardinals s'en sortent pas, et donc je vais aller sur les Browns. Baker Mayfield qui est devenu le 3e quarterback de l'histoire des Browns avec 3000 yards ou plus en 2 saisons consécutives. C'est une stat qui est pas exceptionnelle, mais quand on sait la longue série qu'ont connu les Browns sans vrai quarterback titulaire et en place et capable de manière générale, voilà, juste capable. C'est rassurant pour eux. Les 2 derniers, c'était Bernie Kosar en 86-87 et Brian Sipe en 79-81. Il l'avait fait sur 3 saisons consécutives, lui. Donc bon, voilà. Au moins, du côté de Cleveland, on est rassuré sur ce point-là, et c'est déjà pas mal. On va y aller. Je vais prendre les Browns aussi sur ce match. Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, ça c'est à 22h25 dimanche. Les Rams qui sont à 8 victoires, 5 défaites, les Cowboys à 6 victoires et 7 défaites. Et les Cowboys qui ont gros à jouer, puisque eux sont largement en mesure de remporter leur division, puisqu'ils sont à égalité, on l'a dit tout à l'heure, avec les Eagles. Mais pas falloir faire n'importe quoi, et ça commence par ce match-là face à des Rams qui se sont retrouvés la semaine dernière en infligeant une grosse défaite à Seattle 28-12. Oui, c'est ça, 28-12. On sait pas trop sur quel pied danser avec ces Rams-là. Qu'est-ce qu'on va voir, et surtout, est-ce qu'ils vont être capables de matcher la meilleure attaque de la ligue, hein. Les Cowboys aujourd'hui sont peut-être pas en grande forme, mais c'est la meilleure attaque de la ligue. Il y a de quoi faire avec Todd Gurley, il y a de quoi faire avec Cooper Kupp, avec Robert Woods mené par Jared Goff. Mais est-ce que ça suffit sur ce match-là, Raphaël ? Eh ben écoute, moi je pense qu'on va voir les Rams de ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire une attaque qui est en bien meilleure forme parce que la ligne offensive s'améliore. Jared Goff un peu plus en confiance, même si la semaine dernière il fait encore 1 ou 2 interceptions un peu vilaines, une notamment assez vilaine. Et comme tu l'as dit, Todd Gurley. Moi je vois les Rams surtout profiter d'une défense de Dallas qui faiblit un peu en cette fin de saison, qui a bien commencé la saison et qui est en difficulté notamment dans son backfield défensif, et j'ai du mal à l'heure actuelle à voir la défense de Dallas être capable de couvrir Robert Woods, Brandon Cooks et Cooper Kupp. Je pense sincèrement qu'ils y arriveront pas. Et Tyler Higbee effectivement. Donc je vois les Rams prendre l'ascendant offensivement, surtout que la défense des Rams sort de belles prestations ces derniers temps, qui vont pouvoir essayer d'embêter un peu Dak Prescott et Ezekiel Elliott. Donc moi je vais aller sur Los Angeles qui a besoin en plus de cette victoire s'ils veulent encore un petit peu espérer aux playoffs. Voilà. C'est ton petit chouchou Aaron Donald, c'est sa 6e saison consécutive avec 8 sacs ou plus. C'est le seul aujourd'hui en activité dans ses stats. Donc voilà, il continue de prouver qu'il est le meilleur défenseur de ces dernières années, largement. Match suivant. T'as pas dit qui tu... Pardon, j'ai dit les Rams, excuse-moi, oui. Non, il y a pas de... c'est vrai que je pourrais prendre les Cowboys dans ma grande bêtise, mais je prendrai les Rams. San Francisco 49ers, 11 victoires, 2 défaites. Atlanta Falcons, 4 victoires, 9 défaites. Bon, tout est dit ou presque. Non, le fait est que sur ce match-là, on risque bien de revoir les Falcons qu'on a vu quasiment tout le temps depuis le début de la saison, sauf 2 semaines un peu bizarres au milieu. Les Niners sont largement favoris. Ils viennent de battre New Orleans dans un match déchaîné en attaque 48-46. Certes, les Falcons viennent aussi de mettre 40 points à Carolina. Maintenant là, ça va pas être la même défense en face, et je pense que pour Atlanta, la chute risque d'être assez sévère. Oui, tu l'as dit, c'est difficile d'aller contre les 49ers après une semaine où ils vont battre New Orleans en leur mettant plus de 40 points. Des 49ers qui ont prouvé cette saison qu'ils pouvaient gagner en mettant 40 points, qu'ils pouvaient gagner grâce à la défense, qui gagne un peu de toutes les manières face à une équipe des Falcons qui est en difficulté cette saison. Il y a 2-3 victoires par là qui sauvent un peu la face, mais à l'heure actuelle les 49ers sont bien au-dessus, donc 49ers. Ouais, on va pas forcément débattre des plombes. On est d'accord que ce seront les 49ers sur ce match-là. Les Pittsburgh Steelers, 8 victoires, 5 défaites face aux Buffalo Bills. Ça, c'est le Sunday Night Football, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. On en a parlé en préambule de ce podcast et on a tous les deux pris les Bills. Ouais.
C'est ça, donc on a tous les deux pris les Bills. Et enfin, le Monday Night Football, New Orleans Saints, 10 victoires, 3 défaites, Indianapolis Colts, 6 victoires, 7 défaites. Les Colts qui avaient une chance d'aller jouer les playoffs quasiment jusqu'à la semaine dernière, et là ça va devenir un peu plus difficile, parce que les places en AFC vont être chères, même pour les wildcards, et dans leur division encore plus, parce que les deux duos vont se jouer 2 fois, donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Côté New Orleans, certes on vient de perdre à la maison face à San Francisco, donc là il va falloir se ressaisir un petit peu, et quoi de mieux que les Colts pour se refaire la cerise juste avant les playoffs. Ouais, je dis comme ça, c'est un peu méchant pour les Colts, hein, mais non, mais c'est la réalité du terrain, malheureusement. Les Saints sont bien meilleurs que les Colts aujourd'hui. Oui, non, mais je trouvais ça un peu agressif envers les Colts. Mais tu as raison, pardon. Je m'excuse auprès de tous les fans des Colts. Non, mais tu vois, c'est pas les Bengals non plus, quoi. C'est dans ce sens-là. Tu as raison. Mais non, mais en tout cas, comme tu l'as dit, les Saints, on l'a vu la semaine dernière, l'attaque déroule. Elle devrait donc dérouler face à une défense des Colts qui a eu la semaine dernière beaucoup de mal à arrêter l'attaque de Tampa Bay. Ouais. Et puis, défensivement, cette défense des Saints doit un peu se rattraper de sa prestation. Elle a de quoi bloquer pas mal le jeu au sol d'Indianapolis. On a vu que c'est un peu plus compliqué du côté des Colts cette saison quand le jeu au sol est bloqué et que la ligne offensive des Colts ne domine pas autant. Donc je pense que ça peut être un peu accroché pendant un certain temps dans le match, on va dire. Mais sur la fin, les Saints vont l'emporter, ouais. Tiens, figure-toi que Cameron Jordan était déjà chez les Saints la dernière fois que ces deux équipes se sont jouées. C'était en octobre 2015, donc ça remonte un peu. Et à l'époque, il avait eu 2 sacs et 2 passes défendues. Donc c'est une équipe qui a l'air de plutôt lui réussir. Attention à lui. Et l'autre point important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Tom Brady. Mais là, c'est pour Drew Brees. En l'occurrence, il est à un seul touchdown d'égaler Peyton Manning, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, il peut se passer un moment d'histoire aussi dans ce Monday Night Football, d'autant que Brady aura joué avant, donc c'est lui qui mettra la barre que Breeze essaiera de dépasser. Ça va être sympa cette histoire. Est-ce que d'ailleurs ça peut pas être une motivation supplémentaire si jamais une fin de saison Breeze est devant en termes de touchdown, ça pourrait pas relancer Brady pour continuer une saison de plus juste pour avoir le record? Oh bah tu sais, de toute façon je crois que Brady il est parti pour continuer l'an prochain, sincèrement je pense qu'il a même pas besoin de ça. Non, mais même pas que pour l'an prochain, mais bon, tu vois, parce que je pense pas que Breeze va s'arrêter non plus à la fin de la saison, à moins qu'il gagne le Super Bowl. Mais bon, on a de la chance d'avoir ces deux grands quarterbacks encore en activité. On est d'accord qu'on va prendre tous les deux les Saints sur ce match. Les Saints tous les deux sur ce match. Voilà pour tous les matchs de la semaine 15 et tous les pronos. On passe tout de suite aux meilleures cotes. On va finir ce podcast avec les meilleures cotes, toujours avec notre partenaire Unibet. Cette semaine, Raphaël, on a décidé qu'on allait prendre des cotes un petit peu plus poussées que juste le gagnant du match. Comme on arrive en fin de saison, il y a des trucs un peu plus intéressants vu qu'on commence à repérer quelques tendances dans les équipes. Et du coup, voilà, si ça vous branche, on vous donne un petit combiné connaisseur, on va dire. Qu'est-ce que t'as choisi, toi, Raphaël, comme cote ? Eh ben écoute, moi je vais partir sur le match Cincinnati Bengals New England Patriots, et donc je vous propose de jouer les Patriots gagnent de 10 points ou plus avec une cote de 1,81. On a une équipe de New England qui est assez vexée à mon avis après 2 défaites, qui doit l'être encore plus après ce petit remous dans la ligue médiatique autour des Bengals et de l'espionnage possible ou non, peu importe. Voilà, je pense qu'ils vont vouloir un peu sortir les muscles, gonfler les pectoraux, donc je les vois bien gagner de plus de 10 points, donc voilà. C'est jouable, effectivement. 1,80 donc. Moi je vais aller sur le match Buffalo Bills Pittsburgh Steelers. Il y a une cote à 1,83, moins de 35,5 points inscrits dans le match, donc les deux équipes confondues. On l'a dit tout à l'heure, c'est un match qui peut se jouer à assez petit score, avec des pertes de balles qui peuvent faire la différence, donc pourquoi pas partir là-dessus. Ça vous engage pas sur un gagnant d'ailleurs, ce qui est pas plus mal, donc la cote est belle à 1,83. Et en cote bonus, dans le match entre Kansas City et Denver, on a mis que les Chiefs gagnent de 11 points ou plus, cote à 1,85, pareil que les Patriots tout à l'heure. Normalement pour Kansas City, il y a encore de l'enjeu parce qu'il faut aller chercher des premières places il faut s'assurer de la première place ou d'un premier tour de repos en playoff, et pour ça il faut gagner et se rassurer. Donc 11 points en plus, cote à 1,85. Donc on répète, les Patriots gagnent de 10 points en plus, 1,80. Les Bills et les Steelers marquent moins de 35,5 points dans le match à eux deux, 1,83. Et les Chiefs gagnent de 11 points en plus face aux Broncos, 1,85. Pour les
3 cotes, un combiné, 10 € misés, 60,93 € de gain potentiel. Une belle cote. Qui semble assez facile en plus à Oui, avoir. oui, c'est faisable, donc voilà, n'hésitez pas. Et ben c'est comme ça qu'on va terminer le podcast de cet épisode 329 pour l'épisode pour Touchdown Actu. Enfin voilà, vous savez comment ça marche. Merci, Voilà. je m'embrouille, c'est l'émotion. Merci de nous avoir suivis. Merci Raphaël de m'avoir assisté dans ce podcast un peu spécial sans vidéo, on vous l'a dit, mais voilà, merci d'avoir été avec moi. Et ben merci à toi pour cette animation brillante. Ah merci, c'est trop gentil. Les mecs s'envoient des fleurs. Pour la suite, c'est comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est dimanche dans le fauteuil avec Alain Mattei à 18h, c'est mardi pour le débrief avec sans doute des gens très bien, je ne sais pas qui, mais il y aura des gens très bien. On est sur Twitter @TDActu, on est sur Instagram @TouchdownActu et sur Facebook TouchdownActu. Raphaël, toi tu es sur Twitter également @Raf_TDA. Je suis également sur Twitter @RaoulVDG. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris sportifs sur la NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire et d'approvisionner le compte pour suivre les matchs en direct sur la plateforme d'Unibet, en streaming, en bonne qualité, tout ce que vous voulez, et faire les paris même en direct. Vous verrez, c'est prenant. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Raphaël et à très bientôt. Ciao. Analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.